Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler du Sceau des sorcières de Jacques Vendroux, qui est un livre qui m'a été conseillé donc par Nana. J'ai un très vague souvenir où elle me dit ça parle de l'Inquisition et de filles qui se font torturer pendant l'Inquisition. Moi je me suis dit c'est bien. Au départ j'étais partie sur un moyen et plus le livre avançait et plus je me disais non, ça n'est pas possible. J'ai vraiment l'impression de pas aimer le mec qui l'a écrit, de sentir des trucs qui me gênent un peu sans arrêt. Le fait que ça me paraissait quelconque en sortant de Dune, je me suis dit c'est un peu normal, c'est dur de faire la transition, il faut te calmer. Ça va être un livre moyen, mais ça peut être moyen plus. Mais non. Alors, résumé. Il y a deux histoires en parallèle. Une histoire qui se passe dans les 1600 et quelques, qui nous raconte effectivement une sorcière qui s'appelle Margot. Enfin, sorcière, façon de parler, mais une femme qui soigne les gens avec des plantes. Et qui va se faire arrêter donc pour sorcellerie parce qu'elle a été dénoncée par un noble qui avait bien envie de coucher avec elle, mais elle voulait pas, donc il a décidé de se venger en la faisant arrêter pour sorcellerie, donc en sachant qu'elle va se faire brûler, etc. Un petit peu sévère la vengeance. En fait, on la voit juste pendant le premier chapitre, après on la voit plus, et ensuite on va suivre une flic qui s'appelle Nadia Barca et qui travaille sur une enquête où il y a des meurtres aussi de femmes qui se font curieusement torturer comme à l'Inquisition avant de se faire tuer. Et on va apprendre assez rapidement, pas trop rapidement non plus, mais je vous le dis quand même parce que je pense que c'est important pour comprendre le concept de l'histoire, que ces femmes ont une marque, un pentagramme avec une fleur de lys au niveau de l'aine, et donc en gros les tueurs tuent les femmes qui ont ce signe. Et il les tue comme on tue des sorcières pendant l'Inquisition. Et donc à partir de là, Nadia va chercher des indices, et les indices qu'elle va trouver vont lui apprendre la suite de l'histoire de Margot qu'on avait vue au début, et donc on va suivre en parallèle l'histoire de Nadia et l'histoire de Margot, pour comprendre pourquoi finalement des gens ont envie de tuer des sorcières dans le monde d'aujourd'hui. Histoire, alors... Comme je vous disais, on a ces deux histoires en parallèle, l'histoire du passé, l'histoire du présent. L'histoire du passé va être beaucoup plus courte que l'histoire du présent. J'ai cru comprendre aussi que c'était pas la seule enquête de Nadia Barca dans les livres de Jacques Vendroux. Je sais pas si c'était le premier livre ou pas, je pense que non, puisque là, la femme a un bébé et un mari. Je suppose qu'on a peut-être une histoire avant où elle rencontre son mec, ou... ça finit, ou qu'ils ont un bébé en mode happy end ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, apparemment, donc il y a d'autres histoires de Nadia Barca. C'est un personnage qui se veut classique, mais qui l'est pas tant que ça. Le truc, c'est que tous les personnages ont à peu près les mêmes types de caractéristiques, donc j'ai l'impression que ça vient de l'auteur, et c'est ce qui m'a dérangé, mais j'y reviendrai dans les personnages. Je vous dis, on sera beaucoup plus dans le présent. Le passé, du coup, ce sera seulement quand Nadia trouvera des indices dessus. Par exemple, elle va aller voir des historiens, ou un mec qui est de la famille d'un avocat qui a essayé de défendre la sorcière, etc. Du coup, lui va retrouver des livres, des lettres chez lui de cet avocat-là, ils vont les lire ensemble et ça va nous remettre dans le passé, etc. Donc il y a plein de moments comme ça où Nadia va faire avancer ce qu'on sait du passé, parce que elle a le pressentiment, l'intuition féminine, n'est-ce pas, que le problème est lié à cette histoire de tatouage et de sorcellerie et machin. Sinon, il y a des trucs qui ont l'air plus passionnants mais qui avancent pas beaucoup. Déjà, il y a un moment où on voit une fille qui rencontre le tueur et qui disparaît, et ensuite on la retrouve morte. Moi je me disais que ça aurait été cool si on avait vu la scène, mais malheureusement non. La première fille qui s'est fait tuer, qui s'appelle Isabelle, elle apparemment elle était dans les milieux libertins, elle couchait un peu avec tout le monde et tout, donc ils ont été fouillés dans ce milieu-là, et ils sont tombés sur un truc, un espèce de club qui s'appelle le Gant de Velours, où du coup il y a plein de gens... plus ou moins louche. Il y en a, c'est juste des libertins normaux, mais je veux dire, il y a un mec qui a l'air de tourner un peu du porno et tout ça, et qui s'énerve très vite quand on lui parle. Je crois que c'est le dirigeant, entre guillemets, du Gant de Velours. Du coup, ils vont beaucoup fouiller dans ce milieu. Il y a un flic qui va vouloir y aller incognito, en trouvant une compagne et en s'incrustant dans les petites réunions, puisqu'il suppose au bout d'un moment que les tueurs y vont dans les réunions d'un espèce de groupe privé de gens qui font du libertinage. Je sais pas trop comment résumer ça en un mot. Donc il y a toute une enquête et beaucoup de choses qui tournent en rond à ce niveau. Ça m'avait l'air stylé au début, mais rapidement je trouvais que c'était un peu ridicule. Par exemple, le fameux mec là qui dirige le club, le Gant de Velours, qui vont un peu harceler pour lui demander qui c'est qui va dans son club, citer des noms, etc. Et qui veulent qu'il l'aide pour leur permettre de s'infiltrer dans le groupe. Ils vont le choper en train de tourner un film, et comme pseudo, il s'appelle Roland Culeur. Donc voilà, ça donne une idée du ton, entre guillemets, de
de ce livre. J'ai regretté d'avoir autant critiqué Frank Herbert au niveau du cul, parce que Frank Herbert au niveau du cul, c'était vraiment le paradis comparé à ce livre. Là, vraiment, j'étais sans arrêt dégoûtée par tout. Enfin, la manière d'en parler... avec des grands principes de façade en mode oui, les mecs qui maltraitent les femmes c'est pas bien, etc. Enfin des grandes idées clichés qu'on nous ramène à tout bout de champ. Et à côté de ça, tous les mecs parlent de cul et toutes les filles pensent au... Enfin, tous les personnages, en fait, pensent à baiser tout le temps avec tout le monde. Alors qu'ils ont des maris, des femmes, etc. En fait, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui est pas trop mal et qui est à peu près de leur âge, ils sont tout excités. Et ça a l'air normal pour l'auteur, quoi. Bon, ok, c'est pas juste un personnage qui est comme ça. Parce que ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un personnage ou deux qui soit comme ça. Mais là, ils sont tous comme ça. J'ai trouvé ça vachement gênant. Et globalement, la manière de parler du cul, elle était... Enfin, moi, elle m'a vraiment répugnée. On n'était pas au niveau de... Attends, comment il s'appelait, lui ? Michel Bussy. Mais c'était un tout petit peu au-dessus, quoi. J'ai été très dérangée, alors je me suis demandé si c'était moi qui étais dans une mauvaise période. Et c'est loin d'être la seule chose qui m'a saoulée. Je vais essayer d'en garder pour plus tard. Du coup, on est principalement du point de vue de Nadia, un petit peu du point de vue de Margot. Mais on est aussi du point de vue, je vous disais, de l'avocat de Margot. On est aussi du point de vue du mec de Nadia, qui s'appelle Étienne Fortin. En tout cas, on a les points de vue de beaucoup de monde. On a aussi le point de vue du flic qui s'appelle Della Rocca, ça m'a pas perturbé. Marco Della Rocca d'ailleurs, qui s'infiltre chez les libertins. On a le point de vue de Mazur, c'est quoi son prénom à lui ? Je sais plus, bon. Qui est le chef de la police, qui a rien de spécial lui, mais on a son point de vue de temps en temps. Ça change beaucoup de points de vue, même si on est principalement avec Nadia. Et comme je vous disais, on a la deuxième victime en point de vue, avant qu'elle meure évidemment. Oui, on a aussi une fille qui va être la fille des troisièmes victimes. En point de vue. Donc là, c'était un petit peu horrible et c'était un petit peu... Enfin, c'est un passage que j'ai trouvé un petit peu bien fait. J'essaye de trouver les choses bien quand même. Parce que quand elle arrive chez ses parents et qu'en plus elle retrouve son chien mort et tout, c'était horrible. Enfin là, je me sens un peu impliquée et je me dis pas que j'en ai rien à foutre. Donc beaucoup d'alternance de points de vue, mais les personnages, bon... c'est pas qu'ils ont zéro personnalité, mais ils se ressemblent un peu tous quand même. Enfin, leurs personnalités, elles sont pas... J'allais dire, elles sont pas intéressantes, c'est pas très objectif de dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, à part Nadia, parce que c'est l'héroïne, mais les autres, il y a pas beaucoup de dualité en eux, de choses qui se font conflit, qui font qu'ils vont évoluer, qu'il va se passer des choses intérieures en eux, etc. On est vraiment trop dans le suspense de se dire qui sont les meurtriers, pourquoi, il faut les arrêter, etc. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de profondeur des persos, à part qu'il y a quelques trucs sur Nadia, parce que je pourrais vous en parler dans les persos, mais je vous en parle maintenant parce que ça fait quand même peut-être un tiers quand même, non peut-être pas un tiers, un quart, allez, du livre. Nadia, elle a un problème du fait qu'elle supporte pas de demander de l'aide et qu'elle veut toujours tout régler toute seule, etc. Comme son mec veut trop l'aider, elle s'engueule avec lui, et c'est aussi le genre de personnage, vous savez que j'adore ces personnages, n'est-ce pas Martine, vous voyez qui je veux dire. Oui, donc Nadia elle veut tout régler toute seule, et comme son mec veut l'aider, elle décide de s'éloigner de lui, de lui faire une pause dans leur couple, alors qu'ils ont une fille de 9 mois. C'est une femme, au début, on nous dit qu'elle tilte parce qu'elle est en dépression suite à la naissance de son bébé, ce que je peux encore à peu près comprendre, mais dans ces cas-là, fallait éviter d'en faire. Hein. Et ensuite, parce qu'en fait, elle n'arrive pas à concilier son boulot et son bébé, ce qui me semble relativement normal, mais c'est une drôle d'idée de vouloir faire les deux, surtout quand les bébés sont petits, hein, parce que je dis pas que les femmes doivent arrêter de travailler et qu'elles doivent rester à la maison et faire la cuisine et le ménage. Je veux juste dire que quand on a un bébé, peut-être que pendant... au moins 6 mois, voire 1 an, on devrait être à la maison avec, parce que sinon c'est un enfer, quoi. Ça dépend quel boulot on fait aussi, mais... enfin bref. Du coup, elle est en train de partir en dépression, et elle tabasse des violeurs à cause de ça, d'où le fait que Vertufoy, qui est le père d'un des mecs, lui fasse un procès. Et ça l'a fait tilter déjà, et se sentir mal pendant... premier quart du bouquin, et après elle décide de s'engueuler avec son mec, etc. Bon. Moi ça m'a saoulée parce que voilà... Parce que moi, j'aime aussi me débrouiller toute seule, et le livre nous présente ça comme si c'était seulement un défaut, et qu'il fallait absolument régler le problème, et que l'évolution du perso, c'était de lui montrer qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule, et qu'il fallait absolument qu'elle admette qu'elle avait besoin des autres, etc. J'ai pas trouvé l'histoire convaincante à ce niveau. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai, même si moi aussi, c'est un défaut, entre guillemets, que je pourrais avoir, et du coup, c'est un truc qu'on pourrait vouloir me prouver, et qui pourrait être intéressant, etc. Mais moi, ça m'a absolument pas convaincu là, de la manière dont c'était fait. J'avais l'impression que le truc était complètement à charge, que tout ce qu'elle faisait était juste stupide, et en fait c'était normal de se laisser aider dans la situation dans laquelle elle était, et que ça remet pas du tout en question le fait de vouloir se débrouiller seule dans l'idéal,
Et le fait que tout ça soit présenté comme un truc idiot de sa part, et qu'il fallait absolument régler, et que du coup, l'évolution du livre, ça va principalement être ça, je suis pas rentrée dedans du tout. Donc l'histoire, vous l'avez bien compris, c'est une enquête, c'est des meurtres, et dans le milieu libertin, donc ça parle énormément de cul. Toutes les filles qui se font tuer, ont couché avec des mecs avant. Les 2 premières étaient manifestement consentantes, et c'est aussi le but de trouver quel mec, entre guillemets, a pu leur inspirer suffisamment confiance, etc., pour qu'elles couchent avec, et etc., avant qu'ils les butent. Et après, voilà, donc il va y avoir beaucoup de cul aussi. Concept, comme le titre l'indique, c'est de dire qu'il y a les descendantes des sorcières qui sont toujours en vie aujourd'hui, que quelqu'un pourrait vouloir les tuer pour des raisons complètement cons, mais la plupart des persos dans ce livre sont cons, hein, il faut quand même le dire. J'ai trouvé que des fois c'était vraiment limite décrédibilisant pour l'histoire. J'ai souvent dit, encore une fois, dans Dune, les gens ont tous 180 QI, je sortais de Dune, j'arrive ici, il y avait plein de moments où tout me semblait évident, et où même les flics, etc., même des trucs très cons. La deuxième fille, elle est en train de brûler quand des jeunes la découvrent. Et il y a un mec qui vient avec un extincteur pour l'éteindre, et qui essaye de la ranimer, et qui est en mode oh là là, elle se réveille pas, elle répond pas, il appelle les pompiers, puis après il est choqué entre guillemets quand on lui dit qu'elle est morte. Mais mec, tu crois vraiment que la meuf elle aurait pas gueulé si elle était vivante en train de brûler? Enfin, il y a un moment, tu restes pas dans les pommes quand tu brûles en fait. Et il y a des trucs comme ça, je me suis dit mais les gens ils sont sur quelle planète dans ce livre? Les gens pensent des trucs qui me semblent complètement cons. Et ça arrive tout le temps. Ça, c'est un exemple qui m'est revenu, mais il y en a plein. Et c'est pas que par rapport aux gens qui sont en train de mourir, etc. Et puis il y a aussi, je vous ai dit que Nadia, donc elle a tabassé 4 violeurs. Les héros, des fois les méchants, mais plus souvent les héros, ont le pouvoir d'arrêter le temps dans les moments où ça les arrange. Nadia, au moment où elle a tabassé les 4 violeurs, on nous a mis... Alors peut-être que c'est la manière dont c'est écrit qui a fait que j'ai pas réussi à y croire. Parce que peut-être que c'est possible qu'elle agisse très vite et que les mecs se défendent pas, on va dire peut-être qu'ils étaient drogués, etc. Mais bon, ça a pas été écrit de cette manière-là, ça a pas été écrit de la manière genre les mecs avaient des réflexes lents, ou... Vraiment ça a été écrit en mode, elle tape un, les autres n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait, elle a tapé le deuxième, les autres étaient toujours surpris, et elle a tapé le troisième, et je me dis, ah oui d'accord. Et le truc c'est que ça arrive à plein de reprises dans le livre, où il y a certains persos comme ça... Ils arrivent à mettre le monde autour d'eux sur pause, et eux ils tabassent tout le monde, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ont une super vitesse, et c'est pas le pouvoir de Miles Teller, hein. Là, c'était pas justifié, il y avait pas de pouvoir, il y avait rien, c'est juste eux ils ont agi vite parce qu'ils avaient des super réflexes. D'ailleurs Nadia elle tabasse des mecs quand elle veut, c'est à peu près le cas de tous les flics, alors peut-être que c'est normal que tous les flics sont super doués au combat au corps à corps, mais je sais pas. Moi, j'ai trouvé quand même que y a des persos qui tombent sans se défendre, d'autres qui se défendent comme des lions dans des situations. Enfin, il y a vraiment les 3/4 des choses qui se passaient où j'arrivais pas à y croire et je me disais mais vraiment? Et du coup quand on avait des indices, des scènes, etc., j'arrivais pas trop à savoir ce qui était réellement des indices et ce qui était des erreurs de l'auteur. Et je me rendais compte que du coup ça m'était pas agréable de suivre l'enquête parce que je pouvais pas vraiment me rentrer dedans en me disant je sais ci, je sais ça, je vais essayer de deviner que, etc. Parce que il y avait tellement de choses qui me semblaient bêtes où je me disais mais soit c'est évident ou... Je sais pas. Et puis combien de fois, comme je vous disais, on nous justifie que Nadia parte sur telle ou telle piste parce qu'elle a des intuitions féminines. Les intuitions féminines, c'est comme les aveugles qui détectent les gens avec la pluie, hein. Ça n'existe pas. Enfin, puis évidemment, on nous fait aussi le coup de la solidarité féminine, etc. Enfin, il y a vraiment tous les clichés possibles. Ça m'a vraiment fatiguée à ce niveau-là. Mais bon, j'étais dans le concept. Vraiment, je sens que je vais pas arriver à m'arrêter de râler dans toutes les catégories. C'est terrible. Le concept, c'est les sorcières qui ont des descendantes dans notre époque et les gens qui voulaient tuer les sorcières qui ont aussi des descendants dans notre époque et qui veulent donc reproduire une sorte d'inquisition, etc. Et tout le long du livre aussi, ça je vous l'ai pas trop dit, mais voilà, on a un teasing pour nous demander s'il y a des choses surnaturelles qui existent ou pas, et je peux tout de suite vous dire que le livre n'y répond pas vraiment. Déroulement de l'intrigue... Alors je vous disais, il y a la quête intérieure de Nadia en parallèle avec les meurtres, en parallèle avec des mystères sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé des sorcières et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé des descendants aussi de ceux qui l'ont condamné à mort, etc. Aussi, l'auteur se répète beaucoup. Parce que le fameux Geoffrey de Marbeuf qui a condamné Margot à mort, on nous a dit ce mec n'est pas cool, contrairement à son père qui était très bien, lui c'est un jouisseur. Et alors, à chaque fois qu'on nous reparlait de ce mec et que quelqu'un le décrivait, on nous disait toujours c'est un jouisseur. À un moment, le mec trouve d'autres choses à dire sur lui. Je veux dire, ton personnage, il se limite à ça, en fait. Et ça se voit à 2 millions de %, quoi. Tes personnages sont d'une complexité. Le gars se résume à un mot. On n'est même pas capable de trouver un synonyme.
Non, le gars est un jouisseur, point. De la même manière, dans les mots qui m'ont agacé, à chaque fois que ça parlait de cul, on nous parlait de gourmandise. La première fille, Isabelle qui s'est fait tuer, elle se faisait surnommer gourmandine. Et dans plusieurs scènes, on nous dit, voilà, il regarde machin avec un regard gourmand. Une femme, à un moment aussi, qui regarde le flic avec un regard gourmand, tout ça. Déjà que le mot me plaît pas de base, mais alors qu'en plus, tu nous le mets à chaque fois. Donc le déroulement de l'intrigue, c'est extrêmement classique. On change un peu de point de vue, on a l'enquête qui avance, des suspens, des flashbacks du passé. Ouais, ça fait très film de l'après-midi. Un petit peu de voyage. C'était pas grotesque au point de Michel Bussy, je le répète, mais c'est cassé pas trois briques à un canard. Ah, les personnages. Alors je vous disais, Nadia, son problème, c'est que, quand elle était petite, elle s'est fait voler sa poupée. Elle a demandé de l'aide à son père et son père lui a dit non, il faut que tu règles tes problèmes toute seule. Du coup, elle a mis un coup de couteau à celui qui lui avait volé sa poupée, ce qui lui a fait un dossier qui a été effacé plus tard, mais qui va être retrouvé par Vertufoy, qui va du coup convaincre le jury qu'elle est un petit peu tarée dans sa tête. Et en gros, le fait que son père lui a dit de se débrouiller toute seule, etc., ça l'a traumatisée, et donc dans toute sa vie, elle a l'obsession de se débrouiller toute seule, et elle parle super mal à tous les gens qui veulent l'aider, elle les envoie chier. Alors, effectivement, des fois, les gens qui veulent l'aider se mettent en danger, donc elle les engueule aussi parce qu'elle a peur pour eux, mais ça reste encore un personnage qui engueule tout le monde, qui ne dit pas trop les choses. Après, ça, c'est pas son principal défaut, mais quand même, elle dit pas trop les choses. Et de temps en temps, elle se met à criser d'un coup. Donc, moi, j'aime pas trop ce genre de perso, voilà. Et le truc, c'est que... Alors là, on va commencer à en parler des choses qui me dérangent, parce que voilà... Vous allez me dire, on ne peut pas dire qu'il y a un problème avec les étrangers chez un mec dont l'héroïne s'appelle Nadia. Mais, cette Nadia... boit de l'alcool, est tâté, et ses parents, dont on ne sait pas s'il était ou non, ses parents sont un problème. Déjà, son père était trop autoritaire, sa mère était complètement soumise, etc. Le gars a traumatisé sa fille, etc. Bon, clairement, cette éducation de vouloir se débrouiller tout seul et tout, voilà, on voit un peu d'où ça vient. Et les autres Arabes qu'il y a dans ce livre sont quasiment tous des vendeurs d'armes, des terroristes. Il y a plein d'allusions à il y a un gars, enfin le fameux vendeur d'armes à un moment qui menace une fille en lui disant je vais t'envoyer je sais plus, en Syrie, au Moyen-Orient, je sais pas où, et tu vas te faire baiser par tous les mecs, etc. Et il fait des petites blagues en mode les extrémistes religieux qui promettent aux mecs de coucher avec 50 houris, machin, moi j'y crois pas, mais faut quand même dire que c'est cool le niveau marketing, etc. Donc le mec est cynique, mais voilà, il se fout de la gueule complètement de la religion. Alors vous allez me dire, oui, t'es une islamo-gauchiste. Oui, mais... je sais pas, il y a quand même un truc qui m'a dérangé. J'avais l'impression que le mec avait, entre guillemets, choisi son héroïne en mode elle est marocaine et c'est une femme pour dire regardez comment il y en a des biens, et que je pense et que j'en ai conscience. Mais à côté de ça, le mec nous parle de Al-Qaïda, du terrorisme, de les étrangers qui posent de plus en plus de problèmes et le monde qui est de plus en plus violent à cause des étrangers. Moi, ça m'a perturbée. Il y a aussi le fait, je vous disais, bon, Nadia, elle a tabassé des violeurs. Alors oui, on va dire oui, mais tu vas pas défendre des violeurs. Bah non, c'est le truc, c'est que la manière dont c'est fait que on ne peut pas les défendre. D'ailleurs, je signale que ces mecs, ces violeurs, ont violé une fille noire. Vous allez me dire, oui, mais là, tu t'es vachement à charge parce que, en gros, tu t'interprètes tout comme si c'était négatif. Enfin, vous pouvez en discuter avec moi, c'est mon ressenti. Mais moi, le mec, dans la manière dont il décrivait des choses, j'ai pas du tout réussi à y croire, à son ouverture d'esprit, entre guillemets. J'avais vraiment l'impression que c'était... Il y en a des biens, ceux qui s'intègrent, ceux qui laissent leur religion, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui... Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Ceux qui ont complètement abandonné leur culture d'origine, etc. Et les autres, c'est d'où vient le danger, quoi. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ça, et ça m'a mis mal à l'aise. Donc oui, les violeurs, c'est pas possible de les soutenir. Le truc, c'est que, voilà, Nadia, une flic, elle arrive, elle tabasse les 4 violeurs, il y en a un, elle lui éclate les couilles. Littéralement, parce que ça a l'air drôle dit comme ça, mais non, littéralement c'est tout de suite moins sympa. Il y en a un autre, elle lui casse une jambe et ils disent que c'est celui qui a le plus de chance. Il y en a un, je sais plus ce qu'elle lui fait, je crois qu'elle lui éclate la gueule, ou je crois qu'après il va être un peu défiguré, qu'il a eu un traumatisme crânien, des conneries comme ça. Mais le principal, elle le tabasse en mode, elle lui fout des coups, le mec est par terre, elle continue de le frapper. Je crois qu'il a dû avoir des côtes cassées, des conneries, mais bon, le mec va avoir des séquelles à vie, juste parce que la meuf a décidé, parce qu'elle dormait plus assez en ce moment, etc., qu'elle allait éclater des mecs. Les flics qui étaient avec elle l'ont laissé faire, ils se sont dit c'est cool, tiens, d'habitude les mecs nous emmerdent, à cause des lois on n'a pas le droit de les tabasser, elle va les tabasser, on va la laisser faire. Et après tous les flics veulent la couvrir et tous les flics disent qu'ils comprennent,
Et plus tard dans le livre, il y a des suspects qui vont être arrêtés et il y a aussi d'autres flics qui vont les tabasser et tout le monde va trouver ça normal, dont le fameux Étienne, le mec de Nadia, qui va menacer un mec de le tabasser et de le brûler avec sa cigarette, etc. Et il me semble qu'il dit que oui, mais au final il l'a pas fait, mais il l'a pas fait parce que le mec a avoué, il a dit qu'il était prêt à le faire. Alors vous allez me dire, oui, bah on a sauvé les meubles, ça n'a pas réellement été fait. Mais n'empêche que les flics dans ce livre, ils éclatent la gueule de tout le monde trouve ça normal. Et le truc c'est que, en gros, le livre nous dit, oui mais c'est les gentils, et s'ils n'ont pas le droit de faire ça, bah c'est les méchants qui vont gagner. En fait le livre nous dit, on n'a pas le choix. C'est notre seule solution pour y arriver. Les méchants se servent des lois, les lois sont de leur côté. On nous présente ça comme si les mecs c'était des super-héros, et que le fait qu'ils respectent pas les lois, ils prennent des risques, parce que justement ils sont encore plus préoccupés par la justice. On nous a vraiment présenté le truc par rapport à Nadia qui casse la gueule aux violeurs en nous disant elle les explose parce qu'elle était choquée du point où ils ont fait souffrir une fille, elle en avait marre des violences faites aux femmes et elle s'est dit voilà je vais faire justice moi-même et tout. Justement, enfin, je veux dire, la police, votre rôle, c'est d'être modéré. Enfin, pour moi, si les flics, comme ça, là, on va nous dire, oui, mais ils éclatent des violeurs, on s'en fout des violeurs. D'accord, mais si les flics, ils éclatent tout le monde et qu'ils trouvent ça normal, de là à se dire qu'ils vont faire la même chose avec des manifestants ou juste un mec qui a du shit sur lui ou quoi, franchement, il y a qu'un pas, voire moins. Moi, je trouve ça vraiment choquant. Pour moi, les flics, ça doit être un exemple de gens qui respectent les lois. Justement, l'héroïsme, c'est d'arriver à gagner en respectant les lois. Réellement, c'est la première fois, parce que j'en lis beaucoup, entre guillemets, des livres policiers, et j'en suis beaucoup des flics. Je déteste pas systématiquement les flics. J'ai peut-être, entre guillemets, des préjugés contre les flics à cause de ma culture, entre guillemets. J'ai pas mal écouté du rap et tout ça, mais là, j'ai jamais été autant mal à l'aise en suivant des flics, en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de voir ? Mais non. Les flics qui tabassent n'importe qui et qui sont tous d'accord entre eux, qui se soutiennent, etc. Et alors vous allez me dire, oui, bah ça doit être le cas dans la réalité, mais je crois pas que le livre avait pour but de dénoncer ça et d'être réaliste. Le livre vraiment nous présente ça comme de l'héroïsme, en nous disant qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est bien de faire comme ça, et que sinon, voilà, les méchants gagnent, etc. Enfin, moi vraiment, ça m'a choqué, ça m'a dérangé, et je me suis dit, c'est facile en fait, les mecs c'était des violeurs, c'était des connards, ils avaient l'air stupides, mais les mecs c'était des punching balls sur pattes, ils servaient vraiment qu'à ça, qu'à légitimer les pulsions violentes de Nadia. Le flic en chef arrête pas de dire c'est son meilleur élément. Bah putain, ça fait flipper, hein, parce que nous, on l'a vu que avoir des intuitions et tabasser des gens, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, quand est-ce qu'elle a été réellement douée ? Oui, il y a aussi des moments où il y a des gens qui lui parlent alors qu'il parlait à personne. Pourquoi les gens lui parlent ? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle leur rappelle quelqu'un de leur passé, etc. Mais c'est des trucs complètement où elle n'est pas responsable pour sa beauté, et pour le fait que ça rappelle au mec quelqu'un de son passé, c'est un truc complètement hasardeux. Où est-ce qu'il est le talent ? Bon, moi je n'ai pas d'admiration pour quelqu'un comme ça. Et puis bah je vous disais tout à l'heure que j'étais gênée par le cul, j'étais gênée par sa manière de parler des femmes et tout ça. En fait, le gars arrête pas de nous dire oui, il faut surtout pas violer les femmes et le consentement c'est important, mais tous ces persos masculins parlent de cul et de baiser et font des allusions et sont sympas avec les filles parce qu'ils les trouvent belles et tout ça. Enfin, on est tout le temps en train de nous parler des filles, de leur physique et du fait qu'ils fantasment dessus, mais tout le temps, et surtout les mecs, même les prêtres. Parce que pareil, il y a un moment, Nadia est en maillot de corps culotte devant un prêtre parce qu'il arrive le matin pour lui dire ouais, le mec que tu veux interroger est prêt, on peut aller le voir ensemble. Donc on nous dit que Nadia est un peu gênée en se rendant compte de sa tenue et le mec aussi, et qu'il se retourne, il s'éloigne et qu'il a l'air un peu embarrassé quoi. Je me disais pour une fois un mec il va pas faire des remarques de cul. Et la ligne suivante, je dis la ligne, mais je l'ai lu en livre audio, donc mais la phrase suivante, on nous dit il rougissait un petit peu parce que il était quand même excité par ses formes et parce qu'elle était quand même jolie. Alors je me dis oh non, mais sérieusement, vous pouvez pas faire un seul perso masculin qui soit pas excité par Nadia, un seul perso féminin qui soit pas excité par Marco de Roca ou l'autre prêtre Maximo, je crois. Bref, à chaque fois qu'un perso est beau, tout le monde a envie de coucher avec. Et tout le monde le dit, et tout le monde est en train de mouiller son pantalon. Je sais pas, il y a autre chose dans votre tête que le cul. Donc on nous parle du consentement, de machin, c'est pas bien de violer des filles et tout, mais tout le monde a envie de sauter sur tout le monde, et les filles ont tout le temps l'air aussi obsédées, donc elles ont l'air facilement consentantes. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est facile de pas violer les filles, si il suffit quasiment de prendre la première qui passe et elle est d'accord. Si le mec part du principe réellement que toutes les filles sont complètement mouillées dans leur culotte à chaque fois qu'elles croisent un mec
qui a à peu près leur âge et qui est pas moche, en fait, il risque d'être super oppressant et voilà. Enfin, puis c'est pareil. On nous parle de la deuxième victime. Alors oui, vous allez dire vraiment là, je vais passer 2 heures à parler de ce livre et seulement pour le critiquer, c'est terrible. Mais j'étais vraiment choquée par tellement de choses que j'ai envie d'en parler parce que je me sens pas bien. Ça m'a mis mal à l'aise et tout. Donc la deuxième victime qui s'appelle Pascaline, on nous dit que c'était une femme de base qui aimait pas le cul avec son mari, enfin qui avait jamais été portée là-dessus et tout. Et donc quand elle a rencontré le fameux Abel, qui est donc le meurtrier, là elle était complètement à fond, elle a l'impression de s'être redécouverte et elle est devenue beaucoup plus féminine, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, évidemment. Parce que voilà, les filles qui sont timides, pas épanouies, etc., bah, c'est parce qu'elles baissent pas, hein, c'est tout à fait logique. Et du coup, cette fille-là s'est mise à aimer le cul du jour au lendemain juste parce qu'elle a croisé un beau mec qui était doué, entre guillemets, physiquement. Donc là, c'est vraiment typiquement le truc où tu vas dire à un mec que t'aimes pas le cul, il va te dire « Ouais, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon, t'inquiète pas, moi je vais te montrer. » Alors oui, j'ai parlé que de Nadia et j'ai fait que de critiquer ce qui allait pas dans le livre, du coup j'ai pas trop parlé des personnages, mais apparence, oui, on l'a l'apparence de Nadia. Pour le coup, les apparences, on les a à peu près, même si, encore une fois, tous les persos gentils, importants ou méchants importants sont beaux. C'est un problème qui revient dans beaucoup de livres, mais d'habitude c'est plus dans les livres de Beat ou dans les livres de romance, et pas dans les livres d'enquête. Nadia est hyper belle, on n'arrête pas de nous le dire, on sait qu'elle est brune avec les cheveux longs, etc. Et que, genre, que son mari l'appelle ma princesse des mille et une nuits, machin, tout ça. C'est la meuf orientale belle, voilà, de base. D'ailleurs, il y avait un truc que j'avais bien aimé, il y a une vieille qui dit à Nadia « Ouais, vous devez vous y connaître parce qu'elle a un plat marocain accroché à son mur. » Et Nadia le prend super mal parce qu'elle lui dit « C'est bon, c'est pas parce que vous voyez que je suis mat de peau ou quoi que je vais être une spécialiste dans les plats marocains. » Et en plus, elle dit pas pourquoi. Elle dit oui, bah vous devez le savoir, vous. Genre, j'ai trouvé que c'était bien trouvé et que c'était bien de dénoncer ça entre guillemets parce que c'est vrai que ça énerve tout le monde en fait, ce genre de cliché. Du coup, oui, on nous a dit aussi à quel point Abel, donc le méchant principal qui séduit les filles et tout, était aussi super beau, super charismatique, etc. Donc on nous parle un peu du physique. On nous dit aussi comment les filles sont habillées. Et j'ai trouvé que toutes les filles qui voulaient être belles, être chic, etc. avaient toujours des tailleurs crème. Je trouve qu'il y en a eu au moins 2 ou 3 différentes qui en ont eu, c'est beaucoup revenu et je me suis dit tiens, c'était à la mode à l'époque du bouquin ou quoi, c'est quelque chose quand on est une femme chic qu'on met des tailleurs crème. Donc il n'y a rien qui m'a perturbée ou dérangée ou quoi au niveau de l'apparence. Mais les personnalités, je vous disais, donc Nadia, elle a ce problème de pas supporter qu'on l'aide et elle se sent beaucoup d'empathie avec Margot. Donc c'est une femme forte qui a envie de casser la gueule au meurtrier, qui contrôle pas trop du coup ses émotions, hein. Moi, je trouve pas que ce soit une bonne qualité pour un flic, mais apparemment, si. Ouais, qui est très impulsive et très impliquée, etc. Alors après, une qualité qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle est impliquée à 200% dans l'enquête, elle dort pas, elle interroge plein de gens, elle est complètement... Enfin, niveau bourreau de travail, elle est pas mal placée. Étienne, son mari, c'est un mec beaucoup plus posé, beaucoup plus sympa, du coup, c'est un peu le mec parfait, même si lui aussi menace, comme je vous avais dit, de torturer un suspect de manière un petit peu gratuite pour obtenir des infos. Enfin après, le mec est pas que suspect, on sait qu'il est coupable et que c'est quand même un connard, donc pareil, on peut pas trop avoir d'empathie pour lui, c'est un peu comme pour les violeurs, mais moi, que les flics torturent impunément les gens, ça ne me paraît pas bien, ça ne me paraît pas souhaitable, ça ne me paraît pas être quelque chose de normal. Comme je vous dis, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des flics tête brûlée, violents, etc. dans les histoires. Dans The Following, j'adorais Ryan Hardy, et des flics comme ça, il y en a souvent dans les histoires, et c'est en général des persos que j'aime bien. Les persos qui sont un peu borderline, un peu à la limite, où tu sais pas trop si c'est un psychopathe ou un flic, c'est des persos que j'aime bien. Mais dans les autres livres, c'est présenté comme une exception, et en général, la hiérarchie essaye de les contrôler, de leur dire de se calmer, les menace de les exclure, etc. Alors que là, tout le monde trouve ça normal et tout le monde est pareil. Voilà mon problème, hein. Je vous dis, c'est pas... Si c'était une exception et si c'était jugé par les autres comme anormal, ça aurait peut-être été un trait de personnalité que j'aurais pu bien aimer. Le fait que Nadia soit à moitié psychopathe et qu'elle tabasse des gens et tout. Les méchants, parce que oui, ils sont plusieurs, hein. Abel c'est le principal, mais on sait qu'il a une femme avec lui qui est sa complice et potentiellement il y en a d'autres parce qu'on sait qu'ils étaient à plusieurs pour attacher les victimes, etc. Donc... On sait que tous ces psychopathes qui aiment le cul et qui aiment torturer les gens, il y a parmi eux donc cet Abel qui est très beau, on sait pas comment il arrive à séduire un peu toutes les femmes. Au début on sait même pas s'il a des pouvoirs surnaturels, on nous dit qu'il peut entre guillemets hypnotiser les gens. Ça sera utilisé comme un pouvoir surnaturel dans le livre dans le sens il peut faire ça comme ça, genre sur quelqu'un de pas consentant, il peut très bien le faire comme ça. Alors que l'hypnose, bon, il suffit de se renseigner un petit peu pour savoir qu'il faut être consentant pour que ça marche, hein. L'hypnose c'est juste de la suggestion, donc on ne peut pas dans un monde réel hypnotiser les gens qui ne sont pas d'accord, qui n'y croient pas, qui sont réticents, etc. Donc bon, voilà. Mais là, le mec hypnotise les gens comme ça, hop, comme si c'était un pouvoir, alors qu'à côté de ça,
c'est jamais dit qu'il a un pouvoir surnaturel. Hein. Dans le reste du livre, c'est pas confirmé qu'il y a des pouvoirs surnaturels qui existent, c'est plutôt l'inverse. Ça ressemble à du manque de culture sur le sujet de l'hypnose. Hein. Et donc ce mec, on va nous dire qu'il est classe, charismatique et tout ça, mais je trouve que ça se ressent pas dans les choses qu'il va faire au final. Je vois pas en quoi il était doué ou... On nous a mis beaucoup de teasing sur le méchant et à la fin, il fait rien de spécial et il se fait avoir et puis pouf, c'est fini. Donc les méchants, du teasing et rien d'autre. Les gentils, voilà, sont impulsifs, etc. Bon. Je pense que le De La Roca, moi, c'était peut-être... Enfin, De La Roca, pour le prononcer bien, c'était probablement un des persos que j'ai préférés, mais c'est probablement aussi parce qu'on l'a moins vu. Même si lui aussi, il parle beaucoup de cul et tout ça. C'était un mec... on nous disait que... qu'il avait des traumatismes dans son passé, qu'il avait jamais réussi à se poser, et que voilà, il voyait des putes pour coucher avec, et parce qu'il avait besoin d'affection, mais il se mettait pas en couple parce que justement il était trop torturé entre guillemets pour avoir une vie normale et tout ça. Évolution, je vous en ai déjà parlé, l'évolution de Nadia, il faut qu'elle résolve son traumatisme d'enfance qui fait qu'elle veut toujours se débrouiller toute seule parce que vouloir se débrouiller seule c'est mal, vous voyez. Pour moi ça ne m'a pas convaincu du tout. L'univers, les lieux et créatures, c'est notre monde. On a un petit peu, du coup, dans le passé, de descriptions de gens cons qui vivent dans des villages et qui ne sont pas cultivés, qui parlent mal, différemment, et de trucs comme ça. C'est un peu la seule originalité qu'il y a. C'est pas non plus décrit hyper en détail. On a vraiment le côté procès d'une sorcière, torture d'une sorcière, etc. Bon, moi, comme j'ai déjà écouté des vidéos là-dessus, des vidéos qui résumaient les livres... le Maleficus Maleficarum, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je connaissais déjà le sujet, donc j'avais juste l'impression d'avoir un récapitulatif de ce que je savais déjà. J'ai limite l'impression que le mec a quasiment recopié les descriptions qu'on devait avoir là-dedans, juste en mettant ses persos à la place des... Enfin, en guise de nom, quoi. Parce que j'avais vraiment l'impression d'assister à une torture type. Donc ça m'a pas dérangé, mais ça m'a pas intéressé. Il y avait vraiment des moments où j'écoutais plus, parce que je me disais, c'est bon, j'ai compris. Alors un autre problème que j'ai eu, mais qui est probablement pas de la faute entre guillemets de l'auteur, mais j'aurais vraiment pas dû lire ça en livre audio, parce que c'est typiquement un livre où justement le fait que j'avais sans arrêt l'impression de m'ennuyer parce que tout était prévisible et parce que ça traînait, c'est typiquement un livre, j'aurais dû le lire avec Jaws et en accéléré, parce que c'était un livre qui méritait d'être vite bouclé. Et un autre problème que j'ai eu, là pour le coup, je sais pas si on peut accuser l'auteur, parce que je l'aurais lu avec un cercle bas, ça m'aurait pas du tout dérangé, mais là en livre audio ça m'a vraiment saoulé, c'est que il y a 110 chapitres, mais qui sont tous hyper courts, genre ils durent 1 ou 2 minutes, et comme moi je vous ai déjà dit, j'aime lire en faisant autre chose, en mangeant, en me faisant à manger, etc. Quand je lis en me faisant à manger, typiquement j'ai les mains sales, donc j'ai pas envie de toucher à mon PC, et là, toutes les 1 ou 2 minutes, il fallait que j'aille toucher à mon PC pour changer de chapitre. Alors, vous allez me dire, oui mais t'aurais pu te faire une playlist et tout ça, mais comme... Par défaut, j'écoute les musiques en ordre aléatoire et tout, j'avais pas envie d'enlever l'aléatoire, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que quand j'y repense avec le recul, si j'avais su que les chapitres étaient tous comme ça, le truc c'est qu'ils étaient un peu inégaux, il y en avait des plus longs de temps en temps, donc je me disais mais non, ça va s'arrêter, c'était un chapitre précis qui était comme ça, et à chaque fois que les chapitres s'arrêtaient, j'étais énervée, et je me disais non mais qu'est-ce que c'est que cette idée de faire des chapitres aussi courts ? Logique et cohésion, il n'y a pas vraiment d'erreur de logique à proprement parler, mais tout est cousu de fil blanc. C'est vraiment les choses, vous les verrez venir à des kilomètres. Il y a quelque chose qui sont des révélations de Huguedin, je vous les dirai en spoil, que j'avais pas forcément vu venir, ou en tout cas pas assez... Enfin, pas dès le début. Donc il y a quelques trucs, ça va, mais il y a la majorité de choses, ça casse tellement pas des briques. Donc logique et cohésion, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est vide, quoi. Mystère et découverte, alors vous allez vouloir savoir qui est le meurtrier, quand on nous dit qu'il est charismatique et tout. Moi, j'avais vraiment très envie d'en savoir plus. On a un chapitre de son point de vue, et moi j'avais tellement hâte qu'il y en ait un deuxième, mais ça n'est jamais arrivé. Je me disais oui, ce mec a l'air classe, ça va être cool quand on va le suivre et tout, c'est bien de nous avoir mis un chapitre de son point de vue, j'espère que ça va continuer, ça n'a pas continué. Mystère et découverte, il y a du teasing. D'ailleurs les chapitres se terminent énormément en cliffhanger, ce qui je trouve est souvent un gage de pas très bonne qualité en fait, parce que souvent c'est quand on n'a pas mieux qu'on fait des cliffhangers, sans arrêt, hein, parce que ça nous arrive tous d'en faire à des moments, mais... Là, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de cliffhanger mensonger ou putaclic, comme je vous disais, des trucs où on nous fait genre, il y a un suspense et finalement c'est résolu dans la phrase qui suit. Donc ça va. Mais il y a beaucoup d'arrêts quand même qui sont dans des moments où on se dit, non, on peut pas s'arrêter là-dessus. Et moi, sachant que j'aimais pas l'histoire et tout ça, il y avait des moments où je me disais, mec, t'essayes de m'accrocher, mais... J'ai vraiment envie juste de dire non, j'en ai rien à foutre par esprit contradictoire parce que je trouve ça grossier et j'ai l'impression d'être insultée par ça, quoi. Écriture très quelconque, mais j'ai pas vraiment vu de défaut à ce niveau.
Comme je vous ai dit, il y a un effort sur le fait d'avoir fait parler différemment les gens de 1600 et quelques. Il y a aussi plusieurs persos quand même qui parlent un peu différemment, qui ont des tics de langage. J'ai beaucoup aimé le mec là, justement, Roland Culler, le mec qui tournait du porno là, qui faisait sans arrêt parole dans ses phrases. Il y a plusieurs trucs comme ça que j'ai bien aimé. Bon, du coup, c'est dans les dialogues, peut-être pas dans l'écriture, mais en tout cas, j'ai trouvé que les dialogues étaient bien. Et j'ai adoré évidemment la comédienne qui lit, Juliette Degène. D'ailleurs, c'est Maria Ross dans Full Metal. Donc au début je visualisais Nadia en Maria Ross et je me disais ouais ça correspond pas trop, mais bon. Et du coup j'adore quand t'as fait des voix de mec. Je vous avais dit j'aimais bien le mec qui lisait Dune qui faisait beaucoup de voix de filles, enfin j'aimais bien. Je trouvais ça un peu bizarre mais ça m'avait marqué. Mais elle, j'adorais quand elle faisait des voix de mec. Souvent elle forçait sa voix sur la première phrase pour bien montrer que c'était un mec qui parlait et après ça revenait un peu à la normale. Mais j'ai vraiment bien aimé, surtout justement quand elle faisait des persos très cons comme le fameux Roland Culler et il y en a quelques autres, probablement les violeurs aussi, mais quand elle faisait des mecs très cons, j'adorais les intonations qu'elle prenait et tout. Je sais pas, ça faisait un peu gamin et un peu beauf et tout, et ça me faisait un peu rire, et je trouvais ça très vivant et tout, donc j'ai beaucoup aimé ce que faisait la comédienne. Ouais, je vous dis, les dialogues sont pas mal, la manière dont c'est écrit c'est assez anodin, il n'y a pas de description, je me suis dit c'est beau ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même de la description. Il y a des moments, comme je vous dis, je me suis ennuyée parce qu'on me disait beaucoup trop de choses évidentes, et on nous faisait patienter sur des suspens de trucs qui étaient devinables depuis longtemps, etc. Il y a des chapitres entiers que j'ai trouvé complètement inutiles, ouais. Mais la qualité de l'écriture n'était pas mauvaise, même si, comme je vous dis, les scènes d'action bof, parce qu'on a l'impression que ceux qui vont gagner, entre guillemets, dans l'action, ont le pouvoir de mettre en pause, quoi. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Je pense que c'est un problème d'écriture, parce que je pense pas qu'en soi c'est pas crédible que Nadia à elle toute seule ait battu 4 mecs qui étaient potentiellement drogués, bourrés ou quoi que ce soit, mais on aurait dû plus mettre l'accent sur le fait que les mecs essayaient de faire des choses et qu'ils échouaient, alors que là on a l'impression que les mecs étaient comme plantés comme des poteaux et qu'elle les a assommés, ou tabassés ou quoi, un par un, et qu'ils étaient tous immobiles comme des bottes, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a des problèmes à ce niveau, mais c'était pas choquant. Poésie et contemplation, il n'y en a pas. Suspense et action, il y en a dans certaines scènes, mais c'est pas super bien fait, comme je vous disais. En fait, voilà, les moments où il y a des dialogues, des interrogatoires, les moments enquête et tout sont plutôt sympas. Mais les scènes d'action, bof, poésie et contemplation, non. Les descriptions, c'est moyen, normal, quelconque, enfin rien de spécial, donc voilà. Les dialogues, oui, je vous ai dit, c'est plutôt ça qui est pas mal, même s'il y a des persos. Il y a par exemple un des méchants, qui arrive dans un bus où le chauffeur de bus est manifestement arabe et le gars lui fait genre t'as pas vu une fille Mouloud, et dans quel univers t'appelles les gens Mouloud quand tu les connais pas et tout. Alors peut-être que ça arrive, peut-être que c'est un truc de beauf aussi que je connais pas. Il y a plusieurs trucs comme ça où je me suis dit mais what. Donc je sais pas si c'est un défaut, hein. En tout cas, les dialogues étaient plutôt vivants et plutôt sympas, même s'il y a certains mecs, quand ils parlaient, je me disais, mais vraiment, il y a des gens qui parlent comme ça. Aussi quelques phrases du genre, que fais-tu, ou des trucs comme ça qui m'ont un peu perturbée, parce que je me suis dit, je crois pas que ce soit comme ça quand on parle, mais globalement, c'était bien. Comment c'était géré niveau enquête, niveau interrogation des suspects, des témoins et tout ça, c'était bien. C'était le truc le mieux, je pense. Crédibilité, réalisme, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui m'ont paru très bizarre, mais il y avait de la diversité et ça va, c'est sympa. Originalité côté marquant, il y en a pas. À part, je vous dis, la voix de la comédienne, mais c'est pas grâce à l'auteur. Et donc, en note globale, j'ai mis 4. Et pour vous récapituler ce que j'ai fait, j'ai démarré à 6. Et je me disais, ce livre, ça va être un 6, ça va être un livre bof. Parce que dès le début, je me suis dit, ah oui, quand même, je trouve que tout est vachement prévisible, vachement lent, que l'écriture est très quelconque, que les persos sont pas très intéressants. Enfin, tout ça, dès le début, je me suis dit, ça va être un livre que je vais pas trouver super. Mais j'étais intéressée par une histoire de sorcière, j'étais intéressée par une histoire d'enquête. Il y avait beaucoup de choses de meurtre et tout ça, l'idée d'un meurtrier charismatique, tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je me disais que ça avait l'air cool. Donc je me disais, ça va être un livre sympa sans plus. Et en fait, je suis descendue au fil du livre parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont dérangée, mis mal à l'aise, etc. Et de choses qui m'ont un peu déçue. Mais c'était plus du dérangement et mal à l'aise que déception, parce que, comme je vous dis, je suis partie en me disant c'est bof. Il y a une ou deux retournements de situation que j'ai trouvé bien, où je me suis demandé si j'ai remonté ma note. Et puis ensuite, il s'est repassé des choses que j'aimais pas. Et je me suis dit, bon non, donc j'ai un peu oscillé entre 5 et 4. J'ai fait du 4, 5, 4 vers la fin. Mais globalement, je suis descendue et... Ce livre 4, voilà, il est quand même au-dessus de Michel Bussy, il est au-dessus des livres que j'ai vraiment détestés. C'était plutôt de moyen moins. Je me suis dit, je peux pas lui mettre la moyenne.
parce que j'avais hâte que ça se termine, j'étais obligée de me motiver pour le lire. Enfin, quand on lit un livre et qu'on se rend compte qu'on n'a pas envie de le continuer, je pense qu'on peut pas lui mettre la moyenne. Parce qu'un livre à qui je mets 5, c'est un livre que je continue en me disant ouais, bof, j'ai pas plus envie que ça, mais bon, après tout, c'est le truc à faire en ce moment, donc pourquoi pas. Mais là, réellement, je me disais, oh non, je pourrais pas plutôt faire autre chose. Et quand tu commences à te dire ça, c'est que tu peux pas mettre la moyenne. Du coup, je le conseille pas, et j'ai pas aimé, et j'en lirai pas d'autres, hein, non. Michel Vendroux, lapsus, désolé. Jacques Vendroux, qui n'est pas sur Wikipédia, parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Jacques Vendroux qui est sur Wikipédia, où son père s'appelle Jacques Vendroux, son grand-père s'appelle Jacques Vendroux, terrible quand même. Mais lui n'a pas l'air d'y être, ou alors le journaliste a fait des livres et on n'est pas au courant qu'il les a fait, enfin c'est pas écrit sur Wikipédia, mais je ne pense que c'est pas la même personne. Du coup, mec, je suis désolée pour toi que tu sois pas sur Wikipédia, mais c'est pas moi qui t'y mettrai. Et tu seras pas non plus dans mon cœur ou dans mes souvenirs, je vais passer à autre chose et ne pas te relire. Adieu. Sur ce, je vais spoiler. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme retournement de situation que j'ai trouvé bien et que j'ai trouvé moins bien ? Je vous avais dit que donc la deuxième femme qui a été tuée, c'était la fameuse Pascaline, et que donc elle avait été séduite par un mec, tout ça. Ensuite, la troisième, donc c'est une fille qu'on va suivre qui s'appelle Nelly, qui rentre chez elle et qui trouve ses parents morts. Ensuite, elle va se réfugier chez ses voisins qui sont des amis très proches de ses parents et qui vont vouloir la réconforter, s'occuper d'elle et tout ça. Et Nadia donc va aller chez eux. Elle va manger et dormir chez eux parce qu'elle s'est brouillée donc avec son mec et qu'elle lui a dit qu'elle voulait pas rentrer à la maison, qu'elle voulait faire une pause, etc. Donc elle est proche entre guillemets d'eux. Elle aime bien Nelly, elle est attachée à elle et elle veut la protéger parce qu'elle se rend compte qu'elle a aussi le sceau des sorcières, donc ce fameux pentagramme au niveau de l'aine. Donc elle a compris que les tueurs voulaient tuer les filles qui avaient ce signe. Donc Nelly est sûrement sur leur liste. Donc elle met des flics devant chez les forestiers qui sont donc les voisins de ceux qui sont morts et qui gardent Nelly. Ensuite, elle part, je ne sais plus où, en Italie. Elle part chercher des infos, donc parce qu'en gros, donc Geoffrey de Marbeuf, qui est le mec qui a fait condamner à mort Margot, a des ancêtres, encore une fois, je me trompe, des descendants. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, il y a des mots comme ça, voilà. Il a des descendants donc qui veulent assassiner les enfants les descendants aussi de Margot, parce que en fait, Geoffrey de Marbeuf a été condamné lui aussi pour avoir été entre guillemets ensorcelé par la sorcière parce qu'il a essayé de la violer, ce qui est quand même ballot, la veille de son exécution. Du coup, on considère qu'il a été séduit par le diable, etc. Et bon, il n'a pas été tué pour ça, mais en tout cas, il a probablement perdu ses titres et son honneur, etc. Donc il veut se venger de ça. Et il y a aussi le fait que son ancêtre à lui, là c'est vraiment un ancêtre, je me trompe pas de mot, avait donné un trésor familial à l'ancêtre de Margot, qui est une boîte avec des pierres précieuses dessus, dans laquelle il y a un os de Saint-Jacques. Est-ce que ce serait Saint-Jacques parce que c'est une référence au nom de l'auteur, je ne sais pas. D'ailleurs, en passant, l'auteur, à un moment, se fait un clin d'œil à lui-même. La voisine dit que la nuit, elle était réveillée quand les parents de Nelly se sont fait tuer parce qu'elle était en train de lire un livre de Jacques Vendroux et qu'elle était prise dans le suspense, etc. Donc l'auteur se jette des fleurs à lui-même. J'ai trouvé ça un petit peu... Ça m'a fait penser à Bernard Werber. Ça m'a pas trop plu, mais j'ai trouvé ça un peu rigolo, donc j'étais mitigée. En tout cas, donc un os de Saint-Jacques qui a le pouvoir de guérir les gens, soi-disant. Et Geoffrey aurait voulu mettre la main dessus. Nadia et l'avocat de la sorcière pensent que c'est plutôt pour les pierres précieuses qui sont sur le coffret parce que le gars a fait des difficultés financières. Enfin, il aurait voulu récupérer ce coffret et que en gros, il a fait capturer Margot pour la menacer de mort et pour lui dire avoue-moi où est ce coffret, rends-le-moi et je te ferai innocenter, mais il en avait évidemment pas le pouvoir. Et de toute façon, elle lui a pas parlé, donc elle meurt et lui, il se fait mal voir. Il a laissé une lettre à ses descendants qui ont du coup décidé de se venger aussi de la descendance de Margot, parce que Margot avait une fille. Voilà, ils vont retrouver les descendants de Margot et tous les torturer pour essayer de leur faire avouer où ils ont mis le coffret, parce que les meurtriers qu'on suit actuellement, eux, croient que l'os de Saint-Jacques a réellement un pouvoir, et ils veulent récupérer ce pouvoir de guérison dont ils pensent que ça revient à leur famille, etc., et s'en servir. Nelly est chez les forestiers, et en fait, on va suivre donc Della Rocca qui va aller dans la soirée libertine où il y a potentiellement les meurtriers, et qui va essayer donc de voir un peu qui y a là-bas et de prendre des notes sur chacun, mais il va être dénoncé par on ne sait pas qui,
il y a la fille qui était avec lui, qui était une pute qu'il avait choisie et qu'il avait emmenée, qui s'appelle Marina, qui va réussir à s'enfuir. Bon, elle aussi, on a un peu l'impression que les mecs... C'était moins pire que d'autres choses, mais n'empêche, elle s'est enfuie, on a l'impression que personne n'a rien fait, entre guillemets, quand elle s'enfuyait, ils étaient tous occupés avec des Larocca, et après, ils l'ont poursuivie, mais ils n'ont pas réussi à la rattraper. Après, la poursuite, ça, pour le coup, j'y ai cru, mais c'est le moment où elle s'enfuit au début, sachant que le mec avait plein de sous-fifres, j'ai du mal à croire qu'elle ait pu s'éloigner à ce point, sans que personne ne la chope. Mais ok. En fait, ça c'est pareil. Hein. Quand le mec a été grillé, je me suis tout de suite dit, ouais, Marina va s'enfuir et lui va se sacrifier pour la protéger et machin, et c'est elle qui va ramener les autres. Enfin, on voyait le truc venir à 10 000 et ça s'est passé exactement comme je le pensais. Donc De La Roca se fait capturer, les psychopathes le torturent dans leur sous-sol et ils filment. Alors franchement, sachant qu'il y avait la fille qui s'était enfuie, même s'ils pensaient peut-être qu'ils allaient la rattraper, mais bon, les gars, c'était peut-être quand même mieux d'éviter de torturer quelqu'un dans votre cave s'il y avait une potentialité que les flics arrivent quelques heures plus tard. Vous auriez pu assommer le mec ou quoi, et l'attacher ou le droguer ou peu importe et l'emmener dans un autre endroit. Vous auriez pu le tuer rapidement et le planquer et essayer plus d'avoir l'air de rien, mais vraiment, torturer un mec dans votre cave et filmer, laisser la caméra, enfin voilà, faire ça alors qu'il y a les flics qui risquent d'arriver parce que la meuf s'est enfuie. J'ai trouvé ça con, mais très très con. Après, donc les flics arrivent là-bas, le mec fait non, y a rien, les flics ne trouvent pas la cave. Bon, admettons. Et c'est parce que sa femme arrive que elle fait quoi mais qu'est-ce que les flics font là, etc. Et puis il y a Marina, et le mec disait non, je la connais pas, je l'ai jamais vue, et la femme qui fait quoi, Fanny, parce qu'elle s'appelait comme ça dans la soirée. Donc les flics voient bien qu'ils la reconnaissent, donc ils lui font dire à elle d'où elle la connaît, etc. Et donc ils comprennent que le mec ment. Donc ils fouillent plus intensément, et là ils vont trouver la cave. Ils trouvent évidemment De La Roca mort et torturé, et la caméra qui a filmé toute sa mort, hein, c'est bien pratique, comme ça on va voir les tueurs sur la vidéo, même si la femme est masquée, bon, on peut quand même l'identifier et tout. On va voir accessoirement que, truc que je m'étais dit quand même assez rapidement quand Nelly allait chez eux et que on nous avait dit que Véronica, donc la voisine, était très insistante pour rester avec elle, la soigner, s'occuper d'elle, etc. Enfin je sais pas, elle était un peu collante avec et tout, et au départ ils étaient vachement réticents avec la flic, alors après ils l'ont un peu adopté la flic, mais au départ bof. Moi dès le début j'avais un truc un peu bizarre avec ces gens-là, même les choses qu'ils disent sur leurs voisins, en mode la manière dont ils ont décrit comment ils ont découvert les corps, qu'ils étaient choqués, etc. Enfin, le forestier, là, le mec forestier qui dit ouais, quand je les ai vus, genre j'ai couru, j'ai pas pu me retenir, j'ai pris la femme dans mes bras, et ensuite le mec aussi, je l'ai tapé pour essayer de le réveiller et tout. Ouais, non, mais je sais pas, hein, peut-être vous allez me dire oui, mais toi t'as pas d'émotion, tu comprends pas et tout, mais honnêtement, non, je sais pas, tu vois une scène de film, tu vois tes voisins morts, t'appelles la police, tu touches à rien, tu sais qu'il y a des empreintes et tout. Enfin, moi, tous ces trucs-là, j'avais trouvé ça hyper louche. Donc, les mecs, je me disais bien, de laisser Nelly là-bas, c'était chaud. Donc, on découvre effectivement qu'ils étaient dans la soirée libertine et qu'ils sont complices des meurtriers, etc. Donc, à partir de là, Nadia pense que Nelly est menacée, ce que je pensais aussi, pour le coup, et que ça allait être potentiellement la prochaine victime. Donc elle appelle Nelly, elle arrive à la faire venir et à la voir en privé, elle est contente qu'elle soit pas morte, etc. Et là, Nelly passe un téléphone à Nadia, ou au téléphone, quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, mais un complice entre guillemets des tueurs, dit qu'ils ont enlevé la fille de Nadia et que si elle veut revoir sa fille vivante, il faut qu'elle suive Nelly jusqu'à leur adresse. Donc Nelly en fait était complice, et ça je ne l'avais pas deviné, donc je le souligne parce que je me suis dit ah tiens, ça c'est une bonne idée. D'ailleurs je l'avais d'autant moins deviné qu'on l'avait suivi avant qu'elle découvre le corps de ses parents, donc je me disais bah vu qu'on l'a vu dans cette scène-là, c'est évident qu'elle le savait pas. Moi de ce que j'ai compris et de ce qui me semble logique, elle était effectivement pas au courant que ses parents allaient se faire tuer, elle a réellement été choquée en les découvrant, mais après, les forestiers ont réussi à la convaincre que, vu qu'elle va hériter de pouvoirs ancestraux, magiques, etc., et qu'elle va pouvoir guérir les gens, et qu'elle va être la nouvelle sainte de je sais pas quoi quand ils auront récupéré les os, tout ça, c'était son destin, c'était supposé arriver, et donc en gros, la mort de ses parents est acceptable, et du coup, elle devient complice avec eux, malgré le fait qu'ils aient tué ses parents. Alors, je trouve ça un peu gros qu'elle l'accepte, entre guillemets, mais elle avait l'air, entre guillemets, fragile psychologiquement. Les forestiers avaient l'air d'avoir beaucoup d'influence sur elle, etc. Donc je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus vu son point de vue. Même si vous allez me dire, ça nous aurait spoilé qu'elle était complice avec eux, mais peut-être on aurait pu voir son point de vue après qu'on a appris qu'elle était complice, pour montrer ce qui se passait dans sa tête, qu'est-ce qu'elle se disait vraiment, et ce qu'elle était vraiment en vrac, parce que sinon... accepter quand même que tes parents meurent quand tu les aimes et tout, juste pour des raisons mégalos de te dire ouais mais moi je vais avoir des super pouvoirs donc c'était écrit, puis surtout faire confiance aux gens qui ont tué tes parents. C'est ça qui me surprend encore plus quoi.
les gars, ils ont tué tes parents, et toi, tu les crois, tu les suis, t'acceptes ce qu'ils font. En tout cas, du coup, Nadia va là-bas, sa fille a été enlevée. Moi, je me disais, bah Nadia, elle peut envoyer un message aux flics, mais Nelly casse son téléphone. Ensuite, je me dis, bah elle peut lui laisser un indice parce que elle doit aller reposer son arme dans sa voiture, je crois, parce qu'elle doit y aller désarmée. Et je me disais, elle peut laisser un indice dans sa voiture, mais Nelly l'accompagne sans arrêt et elle la menace un peu, etc. Et puis oui, les ravisseurs appelaient Nelly toutes les 5 minutes pour prendre des news. Admettons, mais du coup, elle a laissé la voiture de police ouverte et Étienne, en voyant la voiture de police ouverte, s'est dit, ma femme n'aurait jamais laissé la voiture de police ouverte avec son arme dans la boîte à gants, ce n'est pas possible, donc il lui est arrivé quelque chose, il y a un problème. Ça, je me suis dit, effectivement. Par contre, il fait très vite la déduction il appelle son chef et il dit envoie quelqu'un pour voir comment va ma fille, qui était chez sa nounou. Et là, je me dis, quand même, l'intuition masculine. Nadia, elle aurait pu avoir été enlevée juste par des mecs, entre guillemets, qui l'auraient pris en embuscade ou je sais pas quoi, ou... Enfin, vraiment comprendre que c'était une pression par quelqu'un qu'elle aimait, puis quelqu'un qu'elle aimait, ça aurait pu être Nelly aussi. Ils auraient pu menacer de tuer Nelly si elle faisait pas ce qu'il disait, etc. Enfin, il découvre la nounou égorgée, que la fille a disparu et tout, donc Étienne... En tout cas, il va là-bas. Et là, les gars à moitié libertins, tarés, tout ça, qui partent dans un rituel où ils veulent donc Nelly utilise les os parce que bon, du coup ils ont enlevé Nadia et tout ça parce qu'ils savaient qu'elle avait les os. En fait, j'ai oublié de vous dire, elle a été chercher les os de Saint-Jacques et le coffret avec Nelly juste avant, et une fois qu'ils ont eu les os, bah, c'est là que Nelly a retourné sa veste et qu'elle a entre guillemets enlevé Nadia. Ils ont les os, ils ont Nelly, ils essayent de faire leurs incantations cheloues et Nelly doit guérir leur mère, la mère des 2 meurtriers, donc Abel et Véronica. Et elle s'appelait aussi Héloïse, enfin elle avait beaucoup de noms, mais en réalité ils s'appelaient Victor et Nina, et donc leur mère qui était malade depuis des années et qui les a complètement élevés comme des tueurs en leur disant que leur but dans l'existence c'était de détruire les sorcières, de récupérer leur trésor familial et d'hériter des pouvoirs magiques de Saint-Jacques et tout. Nelly essaye de la guérir avec l'os en mettant le coffret au-dessus de sa tête et tout, mais ça marche pas. À côté de ça, Nadia donc a récupéré sa fille et Nadia part complètement dans un trip en se disant je vais me sacrifier, je sais qu'ils vont me tuer vu que j'ai été témoin de choses que j'aurais pas dû voir, mais je m'en fous du moment qu'ils laissent vivre ma fille, je vais négocier avec eux pour qu'ils laissent vivre ma fille et tant pis s'ils me tuent. Elle comprend très vite qu'ils vont sacrifier quelqu'un parce que le pouvoir ne marche pas, ils se disent que bah si ça marche pas, logique, c'est parce qu'il faut du sang, il faut un sacrifice, voilà. Quand on sait pas quoi faire avec un rituel qui marche pas, sacrifier des gens, c'est toujours Là pareil, hein, je le voyais venir et quand ils l'ont dit, j'ai dû le dire genre quelques phrases avant eux, de faire allez, un sacrifice, et puis ouais c'était ça, je disais bon. Et quand il y a une scène comme ça qui est censée être avec de la tension et que moi j'étais en train de me marrer et de me dire voilà, encore une fois ça montre que le livre je trouve est pas ouf quoi. Donc sacrifice, mais malheureusement ils préféraient sacrifier Adèle, la petite fille, que Nadia. Donc évidemment Nadia n'était pas d'accord parce que voilà, ils ont fait genre on va sacrifier l'innocence, ça sonnait bien sur le papier hein. Donc Nadia évidemment s'est battue avec Nina parce que les combats de filles c'est cool aussi hein. Donc les autres ont dit on va pas intervenir, c'était écrit. J'ai trouvé ça tellement con que je m'en suis rappelée. Du coup, ça permet que les filles se battent de manière égale et que Nadia arrive à l'étrangler Nina pendant que Nina poignarde Nadia. Donc les deux finissent par s'écrouler. On se doute très bien que Nadia va survivre alors que Nina va mourir, mais bon, on va faire genre ok, il y a du suspense. Étienne arrive pile à ce moment-là et on nous fait un petit truc qui aurait pu être stylé mais qui dure malheureusement qu'une phrase où on nous dit qu'il y a du sang sur le mur d'un coup. Alors on peut se dire que c'est le sang d'Adèle ou de Nadia qui a été tué alors que non, en fait c'est le sang de je sais plus quel mec qui faisait le rituel qui a pris une balle dans la tête par Étienne qui vient d'arriver. Et pareil, Étienne va un peu... Non, là, il va pas vraiment arrêter le temps parce que là, il va se passer une scène qui se passe dans beaucoup d'animés et qui... Il y a eu un ralenti. Étienne voulait tirer sur Victor et parce que Nelly était amoureuse de Victor, donc Victor va rebliquer Abel, le méchant principal. Ils avaient décidé qu'ils allaient faire le couple où ils allaient allier les sorcières avec les Marbeuf et voilà, comme ça leur descendance serait encore plus forte et magique et cumulerait tout, etc. Bon, ça serait un truc parfait. J'aurais été Nelly, j'aurais vraiment eu peur qu'il me bute, hein, le mec, qui avait l'air complètement psychopathe, mais elle était en kiff total sur lui. Et donc, Nelly va se mettre en travers de la balle qui était destinée à Abel, parce que Nelly court plus vite que les balles, et voilà, dans un splendide ralenti, encore une fois, Nelly a pu arrêter le temps, mais pas assez pour désarmer Étienne, mais pour se mettre en travers de la balle. Bon, admettons, mais je trouve quand même que quand on tire sur quelqu'un, c'est assez compliqué, à moins que le mec ait tiré plusieurs fois et qu'il ait raté son premier tir, etc. Mais là, de la manière dont c'était fait,
On a vraiment l'impression que la balle était en l'air, etc. et que l'autre a plongé et tout. Bon, ça marche dans les animés, mais dans la vraie vie, je crois pas trop. Du coup, Etienne a tué Nelly, ce qui va être une raison d'être choqué, d'être malheureux après, alors que bon, Nelly... Elle avait l'air pas mal jetée aussi dans cette histoire, mais elle avait 19 ans, donc vous comprenez, c'est triste. Voilà, donc il va buter Victor, il me semble. Il va buter pas mal de monde, il y a que 2 personnes qui vont s'en sortir. Il y en a un qui va être arrêté. L'autre, apparemment, il y a l'Élysée qui a téléphoné pour dire qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait laisser partir et tout, donc voilà, toute la police sont choqués. Ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler de ce mec-là avant, ni du fait qu'il avait des connexions particulières, etc. J'ai trouvé que ça servait un peu à rien et que ça avait pas de suite, ni de précédent, ni grand-chose, donc voilà, on sait que il y avait un des mecs meurtriers qui faisait partie de cette secte chelou qui a un rapport avec l'Élysée, mais voilà, qui était une barbouze, parce que c'est un mec qui est censé communiquer justement avec le Moyen-Orient, je sais plus quoi. J'ai eu l'impression que ça sortait de derrière le fagot, donc ça m'a pas fait sauter au plafond, mais ça m'a pas vraiment dérangé non plus. Et donc après, Nadia va être dans le coma à l'hôpital parce qu'elle a pris des coups de poignard. Alors moi j'étais étonnée parce que je me disais, on nous a dit qu'elle a pris des coups de poignard dans le dos. Alors, le dos c'est vague, est-ce que ça a touché l'intestin, les poumons Mais non, apparemment ça a touché la colonne vertébrale. Donc là effectivement c'est emmerdant parce que je sais pas trop pourquoi ça l'a foutue dans le coma, mais en tout cas, c'est sûr que si elle se réveille, elle peut être paralysée ou des conneries comme ça, donc c'est emmerdant. Du coup, ils vont tous à l'hôpital, là on nous fait un retour de sa mère, son père est mort, donc ça y est, elle est enfin libre, et donc elle vient se préoccuper de sa fille. Donc Nadia est dans le coma, mais bon, on se doute tous qu'elle va se réveiller, elle finit effectivement par se réveiller, elle est en fauteuil, mais... Elle voyage quand même et elle va de l'avant, elle décide enfin d'admettre qu'elle a besoin des autres, etc. Et elle est super positive, et donc elle est lumineuse, elle est encore très belle et tout, elle est très touchante, très magnifique. Et on se dit qu'elle va peut-être remarcher un jour, parce que c'est une question de volonté, et que la volonté, elle l'a. Vous savez à quel point ça m'agace, les choses comme ça, quand on dit que c'est une question de volonté, et quand on veut, on peut, et il y avait quand même un peu cette dynamique. Et puis là, quelconque, les mecs, les méchants qui avaient l'air intéressants sont morts, et on les a quasiment jamais entendu parler ou quoi. Le seul truc, c'est que Nadia donc avait passé une nuit chez les forestiers, et quand ils étaient dans leur rituel chelou, ils lui ont dit oui, Nadia, c'est toi en fait qui a dénoncé ton pote De La Rocca, tu t'en rappelles pas, mais pendant la nuit que t'as passé chez nous, on a tous couché avec toi, parce qu'en fait on t'avait donné du GHB et dans l'alcool, et donc on a tous couché avec toi, et t'as parlé, et tu nous as dit ah ouais, mon collègue aussi, il va aller dans une soirée libertine, etc. Donc c'est toi qui l'as balancé, donc c'est ta faute s'il est mort, etc. Et en plus, on a le droit évidemment à Abel qui lui dit moi, tu dis que tu me connais pas, moi je te connais très bien, et en fait si tu me connais, et quand je t'ai baisé t'as bien aimé ça et tout ça. Et en fait à la fin de l'histoire, Etienne nous dit j'ai cuisiné, je sais plus, ils ont arrêté, comment il s'appelle, Néron, et c'est lui d'ailleurs que Etienne avait menacé de le torturer et tout ça. Soit le mec forestier, ou soit le forestier, donc c'était la sœur, c'était bien, la femme, Véronica, c'était bien Nina, mais son mari, qui se faisait appeler Abélard, mais je me rappelle plus de son vrai nom. Donc un de ces 2 mecs, Etienne l'aurait entre guillemets cuisiné, on connaît ses méthodes, hein, et apparemment sa version était incohérente, donc il dit à Nadia je sais que ça n'est pas arrivé, t'inquiète pas. Ce qui est chelou, c'est que les flics, ils avaient demandé de faire une enquête interne pour savoir qui était la balance, à cause de qui De La Rocca s'était fait griller, et le fameux Mazur a dit non, laissez tomber, c'était une fausse piste, ils ont appris ça par hasard. Super crédible. Donc moi je me suis dit en fait il veut couvrir Nadia parce qu'il veut pas lui rajouter des problèmes, parce qu'en gros elle a parlé, mais elle a parlé sans être responsable du fait qu'elle avait parlé. Par contre après, vu qu'on nous dit non ce n'est pas vrai, ça n'est pas arrivé, est-ce que c'est vrai qu'elle a parlé, mais que ce qui est pas vrai c'est qu'elle avait couché avec Abel et qu'elle avait kiffé? J'ai trouvé que c'était pas très clair. Donc dites-moi si vous en savez plus, si vous l'avez lu aussi et que vous avez compris. Moi je me dis que ça doit être ça. En gros la coucherie c'était pas vrai, mais qu'elle a parlé c'était vrai, parce que sinon on sait toujours pas qui avait dénoncé De La Rocca, et je trouve pas ça normal de ne pas le dire. Du coup on sait pas non plus pourquoi elle était super excitée par Véronica / Nina, parce qu'elle nous disait quand je la vois je me sens complètement toute excitée, machin. Genre j'avais jamais ressenti d'attirance pour une fille avant, et puis elle, quand je la vois, ça me rend dingue. Même les meurtres me dégoûtent, hein, mais quand je la vois en train de torturer De La Rocca, ça m'excite. Écoute, je serais toi, je sais pas, je me poserais plus de questions, parce que y a quelque chose à creuser là-dessous, hein, mais moi je ne vais pas le faire, je démissionne. Sur ce, je vous disais, moi, Jacques Vendroux, c'est fini. Ah oui, le surnaturel, je vous disais, dans le passé, on nous a dit que Margot avait réellement réussi à guérir des gens avec la
relique des eaux de Saint-Jacques là, et que c'était déjà arrivé avant et tout. Là ça n'a pas marché avec Nelly. On nous a un peu dit que peut-être ça n'avait pas marché parce que leurs sentiments étaient négatifs. Et d'ailleurs Nadia a une vision de Dieu entre guillemets, je crois que c'est Margot qui lui dit que Dieu est avec elle, un truc comme ça. Elle est pas bien parce qu'elle est en train de se dire mon Dieu ils vont tuer ma fille, et là elle a une vision de Margot qui lui dit Dieu est avec toi. Je ne sais pas quoi en penser. Sur le coup je me suis dit tiens, il va y avoir un Deus Ex Machina au sens propre, Dieu va intervenir pour l'aider peut-être. Comme je vous dis, Nadia était supposée être pas croyante, mais clairement elle tripait sur Margot, elle s'identifiait à Margot, mais pourquoi Margot lui parle de Dieu? L'avocat entre guillemets, il avait peut-être suffisamment parlé avec pour le savoir que Margot elle vénérait à la fois un peu la terre et un peu Dieu, donc elle passait pour une hérétique, mais en même temps elle était quand même croyante. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu chelou. Donc oui, le surnaturel, la relique n'a pas marché. Pareil après quand Nadia est à l'hôpital, Mazur donne la relique à Étienne en lui disant moi je ferais comme si je savais pas qu'elle était là, on dirait que ça n'a jamais existé, et prends-la et ramène-la à ta femme et peut-être qu'il se passera un miracle. Nadia ne se réveille pas instant quand on lui amène le coffret. En tout cas on n'a pas de scène comme ça, mais par contre après elle est bien réveillée, donc le surnaturel c'est complètement laissé à l'interprétation du lecteur, et du coup beaucoup de teasing pour très peu de réponses. Et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et si jamais vous avez lu ce livre, parlez-moi. Je vous dis à la prochaine, salut.